accueille Simon Thomine, qui est du coup classé 3e du Data Challenge Cytologia. Comment? Ici, juste avant de circuler, il y a un pointeur? Bonjour. Moi, c'est Simon Thomine. Je suis ingénieur de recherche chez VitaDX et je vais vous présenter la solution en 3e place du challenge. Donc, de quoi on va parler ici? Je vais commencer par me présenter et présenter aussi mon entreprise dans laquelle je travaille. Ensuite, je vais rappeler un peu les éléments du challenge qui ont déjà été rappelés précédemment avec les présentations d'avant. Je vais parler de ma méthode et enfin montrer les résultats, et j'ai quelques remarques aussi à la fin sur le challenge de manière générale. Donc moi, qui suis-je? Donc je suis docteur en intelligence artificielle depuis presque un an maintenant. Donc j'ai fait mon doctorat à Troyes, à l'université de technologie. Mon doctorat à la base c'était plutôt dans l'industrie, donc pas trop de rapport avec la santé. Mais après, du coup, je suis parti travailler chez VitaDX, donc qui est une start-up qui travaille dans le domaine médical, dont je vais parler un peu dans les slides suivantes. Et maintenant, depuis que je suis là-bas, je suis assez passionné par la pathologie, par l'IA pour la pathologie. Et aussi, j'aime beaucoup l'éducation sur le deep learning. Donc, j'ai mis les liens pour aller voir si ça vous intéresse. Donc VitaDX, qu'est-ce qu'on fait chez VitaDX? Donc nous, on est une boîte qui fait de l'IA et de l'analyse d'images pour la cytologie, pour le diagnostic des cancers, donc en particulier pour la vessie. Donc on a une solution qui s'appelle VisoCyte, donc c'est breveté, donc VisoCyte Bladder, donc Bladder pour la vessie en anglais, avec un essai clinique, un marquage CE. Et en fait, on peut faire le test urinaire dans un laboratoire de ville, et il sera ensuite analysé par le labo Medipat, et avec notre solution, on va sortir un diagnostic de cancer à partir de la cytologie. Donc pourquoi est-ce que la cytologie urinaire c'est intéressant? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'actuellement, pour diagnostiquer un cancer de la vessie, on doit faire souvent une cytologie, puis une endoscopie, donc qui est un examen assez invasif et qui n'est pas très plaisant pour le patient. Parce qu'en fait, en termes de cytologie, donc là à droite, on voit les performances des médecins sur la cytologie qui est vraiment pas très bonne. Donc pour les cancers de haut grade, ils sont à 62% de sensibilité, et bas grade, c'est 26%. Donc nous, l'idée, c'est qu'on voudrait avoir une cytologie fiable, donc permettre aux patients de ne pas avoir à faire l'endoscopie, donc en fait avoir des résultats de cytologie qui sont les mêmes que pour l'endoscopie. Et voilà ce qu'on arrive à avoir comme résultat. Donc on est quand même bien meilleur que les médecins sur la cytologie. Donc on est à 93% sur du haut grade et 66% en bas grade. Et voilà. Donc pourquoi on a participé à Cytologia? Parce que c'est vrai que nous, du coup, on travaille sur la vessie, pas sur le sang. Mais dans l'idée, on a une expertise en cytologie urinaire. Donc pourquoi ne pas utiliser cette expertise pour d'autres cytologies? Donc notamment... on travaille notamment sur la thyroïde en ce moment pour augmenter notre panel de cancers qu'on traite. Et on réfléchit aussi à d'autres pathologies, donc tout ce qui utilise de la cytologie, donc ça peut être de l'hématologie, poumons, etc. Donc voilà, assez de pub. Maintenant, je vais parler du challenge. Donc le problème, c'est en gros, j'en ai déjà parlé, mais c'est la classification des globules blancs sur des petits patchs. Classification et détection du coup dans ce challenge. Donc c'était déjà expliqué, mais il y a peu de datasets qui existent. Donc là j'ai parlé notamment du ACVDO, donc c'était le Barcelone de la présentation d'avant, qui possède 17 000 images avec 8 classes. Donc c'est vraiment assez ridicule par rapport à Cytologia où on a 70 000 images presque et 23 classes, ce qui est assez conséquent par rapport à ce qui existe déjà. Et on a aussi l'aspect détection. Donc il faut dire que classification, c'est on a l'image avec la cellule, on classifie la cellule. Détection, on va détecter les cellules sur les images si jamais il y a plusieurs cellules. Donc là, ce n'est pas le cas, mais parfois, il y a plusieurs cellules sanguines sur une même image. Au niveau du challenge du dataset, je sais que ce qu'ils ont dit avant, c'est que le dataset était super propre et tout, mais je pense que c'est sur l'aspect classification que le dataset est très propre et pas sur l'aspect détection. Donc pour le coup, en classification, nous, on n'a pas pu vraiment juger de la qualité du dataset puisque on n'est pas médecin, donc on n'a pas la capacité à dire si sa cellule, c'est bien telle ou telle classe. Par contre, en détection, juste en affichant les bounding box, donc ça, c'est les annotations du dataset. Donc là, on voit par exemple qu'il y a une annotation en trop, il y a un globule rouge, donc c'est les trucs bleus là qu'on voit.
qui est annoté comme étant un globule blanc. Donc, j'ai pas mis la classe, mais c'était annoté comme un globule blanc. Donc ça, c'est assez problématique. Et parfois, sur les bordures, on a des globules blancs qui ne sont pas annotés. Donc ça peut être un choix comme un problème. Ça dépend un peu de la façon dont on veut résoudre le problème. Mais nous, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que travailler sur les données, ça permettrait forcément d'améliorer un peu les performances du modèle. Je vais revenir un peu sur les spécificités du challenge. Donc, ils en ont déjà parlé à nouveau, mais en gros, c'était 1 mois et demi. Nous, on a regardé 383 équipes, mais bon, j'ai regardé sur la plateforme, donc on n'a pas les mêmes chiffres exactement. Pour l'évaluation, donc il y avait 20% qui étaient consacrés à la détection, donc c'est-à-dire avoir les box bien positionnés sur les cellules, et 80% à la classification. En gros, donc une cellule est correctement classifiée comme étant tel ou tel globule blanc. Donc oui, c'est bien que ça soit que 20% pour la détection, parce que finalement la détection, c'est pas super important. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est combien de cellules de tel type le patient a, pas où est placée la cellule sur la cytologie. Ça n'a pas trop de sens d'avoir ça. Par contre, c'est important d'avoir quand même une partie de ce score, sinon on peut faire n'importe quoi et c'est pas l'idée. Donc au niveau des modèles, on n'avait pas énormément de choix possibles, mais il y avait globalement 2 façons de faire. Donc on pouvait soit faire une détection d'abord des box d'intérêt, donc détecter uniquement là où il y a des globules blancs, puis ensuite prendre ces box et les classifier. Donc ça, et on a des modèles qui le font directement. Donc on appelle ça un two-stage detector. Donc ils vont détecter et classifier dans le même modèle en gros. On peut le faire par exemple avec un modèle qui détecte uniquement, puis plusieurs modèles qui peuvent être des transformers ou des CNN pour classifier ensuite. Et il y a le modèle de détection seulement. Donc là, ça sera typiquement l'architecture YOLO, où en fait, on a directement le modèle qui détecte et classifie les crops directement sur l'image. Donc cette méthode-là, c'est plus rapide et c'est quand même plus pratique à entraîner. Donc nous, qu'est-ce qu'on a choisi? On a plutôt privilégié la seconde méthode, donc juste un seul modèle assez léger, donc un YOLO. Parce que déjà, dans le challenge, il y avait une note qui précisait que le temps d'inférence était quand même assez important, même si 500 millisecondes, ça reste un temps relativement conséquent pour une analyse d'image. Nous, on s'est dit que plus le temps était court, mieux c'était. Donc voilà, on a cherché à optimiser aussi en termes de vitesse, en plus de la performance. Donc on est parti sur la seconde méthode. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les données étaient un peu brutées pour la détection. Donc nous, notre approche, elle se base plutôt sur un nettoyage des données. Donc l'idée, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un modèle YOLO sur les données qui n'étaient pas nettoyées, donc les données avec un peu de bruit, comme on a vu tout à l'heure. Et à partir de ce modèle-là, on va comparer ce que le modèle YOLO nous prédit et ce que le modèle et la notation de vérité terrain, donc donnée par le challenge. Et on va en fait se baser sur ça pour décider d'enlever ou non une annotation, une box qui serait potentiellement mal placée pour pouvoir réentraîner le modèle avec des données potentiellement plus propres. Enfin, c'est l'idée. Donc il faut savoir qu'on entraîne un modèle YOLO sur des images qui sont différentes de celles sur lesquelles on va faire l'inférence pour ne pas l'influencer. Donc il y a plusieurs méthodes de correction, mais je ne vais pas m'apesantir. On peut aller voir sur la solution sur GitHub. J'ai fait un slide sur la NMS, mais ce n'est pas vraiment très intéressant. Mais l'idée, c'est qu'en gros, la NMS, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on a un modèle de détection, il va détecter plein de bounding box au même endroit. Donc là, on aura une voiture, il va détecter ici, ici, ici. Et l'idée, c'est que on va fusionner ces box pour avoir une seule box cohérente, parce qu'il n'y a qu'une seule voiture. Pour les cellules sanguines, on sait qu'en général, elles ne vont pas se superposer. Donc nous, on a mis un seuil de NMS qui était assez faible, puisqu'on avait cette information-là de superposition qui n'est pas importante. Ça, c'est donc l'architecture globale de ce qu'on a fait. Donc, comme j'ai dit, on a d'abord entraîné un modèle YOLO sur les données non filtrées. On a fait cross-validation. Donc là, l'idée, c'est qu'on entraîne sur des splits différents. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, on a
on entraîne ces données-là, on a la validation ici, et cette validation-là, c'est ça qu'on va en fait nettoyer. Parce qu'en fait, on veut que le modèle entraîné ait pas vu les données de validation pour pouvoir nettoyer les données. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. On fait ça du coup sur nos 5 splits pour avoir toutes les données qui sont nettoyées. Et ensuite, on a deux méthodes de masking pour le nettoyage. Et on entraîne plusieurs modèles. Donc là, l'idée, c'est de faire de l'ensembling. Dans un challenge comme celui-ci, c'est un peu obligatoire de faire de l'ensembling parce que en fait, ça marche mieux, toujours. Et du coup, c'est un peu se tirer une balle dans le pied de ne pas l'utiliser. Donc forcément, on en a fait. Mais on verra après dans les résultats que même si on n'en fait pas, on a quelque chose qui est quand même très bien et qui est forcément plus simple et plus rapide sans ça. Donc voilà, j'ai mis les résultats ici. Donc on peut voir le leaderboard public et privé. Donc en public, on était 4e et privé 3e. Mais ce qui est important de noter, c'est surtout la différence de score entre les participants. En fait, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire que tout le monde avait à peu près les mêmes performances. Ça s'est joué sur de la chance, en fait, quasiment à la fin. Pour pas. Enfin, entre le premier et le 10e, c'était de la chance presque. La différence, c'est tellement faible en termes de pourcentage que statistiquement, c'est pas significatif. Mais bon. Du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que potentiellement, le temps d'inférence, c'était ce qui pouvait potentiellement faire la différence, une différence importante, et pour choisir un modèle à privilégier ensuite pour des gens qui voudraient réutiliser ce modèle et ces données-là. Donc nous, en termes de temps d'inférence, on a vu tout à l'heure qu'on était limité à 500 millisecondes par les règles du challenge. Nous, notre modèle ensembling, donc avec les 7 modèles, on est à 40 millisecondes, donc c'est 10 fois moins. Et si on utilise un seul modèle, on est à 5 millisecondes ou même 4 millisecondes avec des performances qui sont 93.3 par rapport à 93.8, ce qui reste très très proche. Voilà, je voulais finir sur quelques remarques, donc quelques points positifs et quelques points négatifs sur le challenge. Donc, bon, déjà, les points positifs, c'est que la base de données qui est vraiment super. En fait, c'est une grosse base de données avec beaucoup de classes. Donc, c'est vraiment, pour le coup, je suis d'accord avec le docteur qui a parlé avant. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup à l'hématologie. Ensuite aussi, le support de Trustic était assez réactif. Donc, quand on avait une question, en général, on avait la réponse assez vite. C'est assez agréable quand on a un challenge qui dure que 6 semaines. De ne pas avoir à attendre une semaine par question, c'est quand même quelque chose qui est bien. Et voilà. Par contre, en termes de points négatifs, il y en a quand même quelques-uns qui sont à noter. Donc déjà, en fait, alors comment ça se passait? On avait des images et on devait remplir un Excel par image où on donne en fait la classe pour chaque image. Mais en fait, on avait un nombre de lignes par image, ce qui fait qu'on connaissait à l'avance le nombre de détections qu'on avait à faire sur l'image. Ce qui en pratique est un peu absurde, puisque quand on va détecter sur une image, on n'est pas censé savoir le nombre de cellules qu'il y a sur l'image. Donc ça, c'est quelque chose qui a potentiellement biaisé aussi les résultats, ce qui fait que peut-être que les meilleures solutions dans un cas réel ne seraient pas la même que celle qui a gagné ici. Donc on ne sait pas vraiment. En termes de score du leaderboard, on n'avait pas la répartition F1 et IOU. Ce qui aurait pu être sympa pour savoir où on peut s'améliorer, qu'est-ce qui nous pénalise en fait par rapport aux autres participants. La plateforme Trusty est assez lente, donc c'est-à-dire que pour changer de catégorie, ça met toujours un peu de temps à charger. Alors c'est pas dramatique, mais c'est un peu frustrant quand on est pressé ou je sais pas. Et au niveau du forum, surtout en fait, on n'a pas vraiment l'information d'un message qui a été d'un nouveau message sur une conversation. Du coup, si on veut aller voir une conversation, on est obligé d'aller revérifier toutes les 2 heures, voir s'il n'y a pas un nouveau message qui pourrait nous intéresser. Ce qui en soi limite pour moi la collaboration, et la collaboration c'est ce qui est en général pas mal dans ce challenge, c'est de collaborer aussi pour essayer de se pousser vers le haut. Voilà. Et voilà, j'ai mis annotation, donc ça c'est la détection, donc ce que j'ai parlé, qui nous on pense que ça a été généré par une IA a posteriori, et que ça n'a pas forcément été relu aussi bien que la classification.
Donc ça, je ne vais pas m'avancer, mais je suppose que c'est le cas, puisque comme on a vu, il y avait des trucs qui étaient assez grossiers, qui pour moi, un humain n'aurait pas laissé passer ça. Donc voilà. Mais globalement, c'était un bon challenge. Hein. C'est pas pour... voilà, merci pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, allez-y. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une session de questions-réponses. Peut-être il y en a dans la salle. Non. Bon, il n'y en a pas en ligne non plus. Donc, ça devait être très, très clair. Merci en tout cas. Pardon, j'ai oublié quelque chose, Simon. J'invite Thomas Boyer à remettre le prix. Donc pour la présentation suivante, on a une l'intervenante à distance qui est anglophone. Donc la présentation se fera en anglais. We continue with the second prize of Cytologia Data Challenge awarded to Xuer Chen, Senior Scientist in Bristol Myers Squibb. Can you hear us? Thank you, everyone. So hello, everyone. My name is Xuer Chen. So I'm really excited to share this journey and the methodology behind our second place solution in the challenge, focusing on ensemble learning for leukocyte detection and classification. We will explore how a systematic approach from data preprocessing to advanced ensemble learning helped us achieve high accuracy in this complex task. So this graph encapsulates our progress throughout this competition. We started with a baseline public leaderboard score of 0.898. Our initial efforts in pre-processing and post-processing took us to top 15. And by customizing our evaluation metric and refining augmentation strategies, we reached the top 10. Implementing a detection in ensemble further boosted our score to top 5. Finally, integrating a dedicated classification ensemble led us to our final score, securing a top 3 position. So next, let's delve into each of these crucial steps. So during the initial training runs, we encountered a specific warning message for some images, ignoring corrupted image. This indicated that these JPEG files had internal inconsistencies or errors that prevented the standard training pipeline from loading them, meaning we were at the risk of losing valuable training samples. To salvage this data, we implemented a straightforward fix using the OpenCV library. The IMRate function can actually successfully load images with minor corruptions that other libraries might reject. We specified the JPEG save quality to be 100%, ensuring maximum fidelity. This preprocessing step allowed us to successfully load and utilize all available training images, preventing data loss due to file corruption issues. Okay, so once our model made its initial predictions, we had a smart trick for the detections that was not most confident about. If the model identified an object with a high confidence score, say 0.95, like you see in the example, we didn't just leave it at that. Instead, we'd create a couple of actual versions of that specific prediction for these duplicates. We'd then randomly jitter the bounding box a little, just a tiny random adjustment to its position or size. The idea here is that even if the model correctly spots an object, the initial bounding box might not be perfectly aligned. This random jittering gave us more chances to get a box that lined up better than the actual target, which could really help our score. As you see in this progress chart, these foundational steps provide a significant improvement early on, taking our score from 0.898 to 0.928. So it's also very important to select the optimal model checkpoint during the training. For this, we developed the customer metric for YOLO model we used based on the
cytology score, which is combination of the mean GL and the F1 score. So I'll not bother you with the details, but we just want to mention that using the customized metric to select a model is very critical here. And the image augmentation during the YOLO learning is a powerful tool, but we found that its application needed careful consideration. For example, we experimented with various color space augmentation, like adjusting hue, saturation, and brightness. However, as shown in the examples, that this kind of augmentation often led to unrealistic or bad augmentation images that could hinder learning. So we decided to turn this kind of augmentation off during our training. And having laid the groundwork with critical pre and post-processing steps, custom metric for optimal checkpoint selection, and careful image augmentation strategies, our next focus was the development of the detection ensemble. We know many models could be better than powerful, more powerful than one model. We use the YOLO version 9C, which is the Sauter object detection framework, which we fine-tuned on the competition data with a four-fold cross-validation approach. We found that default YOLO use the mean average precision, like a map metric, tended to cause overfitting with this data set. Therefore, we replaced it with our customer GL plus F1 combo metric for validating and selecting the best detection models. Regarding data augmentation, besides turning off the hue saturation value augmentation, we utilize the mosaic augmentation as shown here, which is a technique combines 4 randomly selected and resized training image into a single image for training. This is beneficial because it helps prevent overfitting and significantly increase training data diversity. We also use random flips augmentation. So a crucial improvement of our detection ensemble came from modifying the non-maximum suppression function, the NM function in YOLO. The standard YOLO NMS doesn't output a full class probability distribution, which can limit ensembling techniques. Our modified NMS returns these full class probabilities, enabling a soft ensembling approach. This method proved to be better than a standard voted ensemble and was a key factor in improving our detection scores. This robust detection ensemble is what elevated our public leaderboard score to 0.936, as shown in our progress chart. So evaluating the strong performance of our stage 1 detection ensemble, we made several key observations that guided us towards a refined 2-stage solution. We noticed that 85% of the image contain only one object. And for this single object image, our bounding box prediction was already highly accurate. Thirdly, while detection was strong, classification accuracy, which constituted actually 80% of the competition metric score, still had potential for improvement beyond the 92% F1 score achieved by the stage 1 ensemble models alone. So this insight prompted our 2-stage architecture. So as I mentioned earlier, stage 1 is object detection focused model, which is composed of ensemble of 4 YOLO version 9C models detection and then provide. So this step actually detect objects as well as provide initial classification. For images with multiple objects, their output, bounding box, and class is used. If only one object is detected, its bounding box is passed to stage 1, stage 2. Stage 2 is a classification refinement, which is composed of separate ensemble of 12 YOLO version 11T classification model, and this is refining the classification for those single object instances. And the final ensemble is detection
predictions and the classification ensemble scores are combined to produce the final output. This specialization significantly boosted our classification performance, leading to our top score. So let's look closer to the stage 2, designed to refine classification for a single object image. We employed the focal loss because it's effective for optimizing F1 score with a macro average, especially by addressing class imbalance and focusing on difficult examples. The formula here is showing how it downweights well-classified examples. And another critical thing is bounding box aware augmentation. So this method actually preserves the regions of interest while allowing the model to learn from different cell poses and preventing loss of critical cell information. So this slide is actually showing a confusion matrix from our classification stage. Each row represents the actual ground truth class, and each column represents the class predicted by our model. The numbers on the diagonal indicate correctly classified instances. Overall, you can see the strong performance across many classes, evidenced by the higher values along the diagonal relative to the off-diagonal elements. However, this matrix also identified confusing classes, pairs of groups of classes that the model sometimes struggles to distinguish. For instance, the image at the top highlights B cell and MB cell, which can appear morphologically quite similar. So in the previous slide, I mentioned the bounding box aware augmentation as a key technique for our stage 2 classification model. Let's take a closer look at how this works, as it was vital for teaching our model to recognize cells in various poses while preserving critical information. So our bounding box aware augmentation process involves these key steps. First, we take the bounding box that our stage 1 detector has identified. The cell region defined by this box is then slightly enlarged and then can be shifted randomly within limits. This helps the model become robust to slight inaccuracies or variations in the initial bounding box prediction. We could also do crop and rotate augmentation. So like showing on the right side, we first cropped out the region that contains the cell. And this crop region is then rotated and pasted back onto the original background or a similar one from our dataset. This image on the right shows an example of such a cropped and transformed region ready for the classifier. This technique ensures that augmentations like a rotation are applied meaningfully to the region of interest, the cell. This preserves the cell's critical features and its immediate context, which is essential for accurate classification and enables the learning of different cell poses. So our systematic approach yielded significant results. We proudly secured second place in this competition, although it's a very tight score on board. We achieved high detection accuracy. Our ensemble approach markedly improved the classification F1 scores, and the entire inference is very efficient at approximately 300 microseconds per image. And the key takeaways from our work are ensembles of diverse models combining specialized detectors and classifiers are highly effective for improving overall F1 scores, developing custom metrics tailored to the evaluation criteria, and employing problem-specific augmentations like a bounding box aware augmentation techniques are critical for success. And our solution provides a practical and a reproducible pipeline that can be deployed in cloud environment. So for those interested in exploring this solution further, the code is available on my GitHub. And there is a Google Colab, like a notebook you can directly try with your own data there. And lastly, I really want to thank you, the TrustAI and the Strategy and the partners for hosting this wonderful competition. And you can find me on my LinkedIn, and I also have my Health AI newsletter on LinkedIn called From Code to Sell. And thank you all for your attention. I'm now happy to answer any questions.
Thank you very much for your talk. Is there any question here? We don't have any question online. So I think you were very clear. And Thank you. we've made a little certificate that we will send you. Great. Thank you so much. Thank you. So if we don't have any question, we will go through the last talk of the day. Thank you again for your talk, Xuer, and congratulations for the challenge. Donc pour la dernière présentation des lauréats de la journée, on peut accueillir Eric Ben Hamou, qui est Senior Software Engineer et Data Scientist, pour la présentation de son approche. Merci. Bonjour. Donc moi je suis Eric Ben Hamou. Je suis Data Scientist et Software Engineer. Je travaille depuis environ 25 ans, donc je pense que par rapport aux précédents, je suis dans les plus vieux. Je travaille dans diverses industries, et plus particulièrement dans l'aéronautique depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pendant quelques années dans un département de R&D, et c'est là où j'ai découvert le machine learning. Donc c'était dans les années 2012-2015. Mais au départ, moi, j'étais plutôt logiciel. Je viens du monde du logiciel. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter ma solution, mon approche. Quelques mots en plus sur ce que je fais. Donc, en dehors du travail que je peux faire, à titre personnel, je fais pas mal de data challenge, pas mal de compétitions depuis plusieurs années. Je suis beaucoup sur Kaggle. Donc tout à l'heure on en a parlé un petit peu. Au niveau Kaggle, il y a plusieurs titres. Donc moi je suis 2 fois Grand Master, à la fois compétition et à la fois discussion. Il y en a à peu près 360 dans le monde. Et en France on est 7 et moi je suis le 5e à avoir atteint ce niveau-là. Donc je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu mon approche. Bon, déjà, beaucoup de choses ont été dites précédemment. Ce que je vais vous présenter, ça va ressembler. Donc, mon approche, elle est en 2 étapes. Donc, c'est ce que disait Simon au début sur son premier slide. Moi, j'ai choisi l'autre approche. Donc, celle en 2 étapes. La première étape, qui est une étape très simple de détection. Donc, détecter les globules blancs sur l'image, c'est vraiment une tâche très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un modèle très complexe pour pouvoir le faire. Et une deuxième tâche de classification qui, elle, est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de cellules qui se ressemblent, ce que vous montriez tout à l'heure au début. Donc, j'ai découpé le problème en 2. Alors, pourquoi alors, j'avais plusieurs motivations. La première, c'est que cette solution fonctionne. Je le sais puisque j'ai fini 3e sur une autre compétition il y a 2 ans avec exactement ce même modèle. Alors, c'était pas sur la santé, c'était sur les moustiques. Donc, c'est un peu peut-être étonnant, mais les images, c'était des images de smartphone où on prend en photo des moustiques qu'on vient d'écraser. Et l'idée, c'était de savoir où se trouve le moustique dans l'image et aussi quelle est l'espèce du moustique. Donc, on peut faire une analogie avec l'hématologie. Le but de cette compétition, c'était de savoir où se trouvent les moustiques en Europe pour évaluer les épidémies que les moustiques pourraient propager. Donc je savais que cette approche fonctionnait. Je me doutais aussi que la plupart des compétiteurs allaient utiliser la méthode YOLO, celle qui a été présentée juste avant, parce que c'est un peu l'état de l'art. Ensuite, ça fonctionne, oui. Oui. Ensuite, le temps était limité, 6 semaines, avec Noël. Donc ça, c'était difficile. Finalement, c'était plutôt 4 semaines. Et les ressources aussi limitées. Pour pouvoir faire du deep learning, il faut des GPU. Pour avoir des GPU, soit on a une machine, soit on a une entreprise, ou soit on a des sponsors.
Moi, j'ai rien de tout ça. Donc, j'avais voilà, un seul GPU pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc, la première étape, c'est la cross-validation. Donc, comme dans tout problème de machine learning qu'on doit résoudre, on doit d'abord découper son jeu de données en entraînement et en validation. Pour pouvoir avoir une bonne cross-validation, il faut éviter d'avoir ce qu'on appelle des fuites, c'est-à-dire qu'une même image, par exemple, serait à la fois dans l'entraînement et à la fois dans la validation. Donc, la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce qu'il y en a des doublons dans ces données, et j'en ai trouvé. Alors, assez peu, hein, j'ai trouvé environ 300 images, donc j'en ai enlevé 150. Donc, pour les trouver, il y a plusieurs méthodes qui existent. Et j'ai utilisé une méthode qui s'appelle le perspective H. Bon, vous verrez sur le GitHub, c'est expliqué. Donc, voilà, il y avait des images en double. Alors, il y en a qui étaient proches, mais vraiment pour l'algorithme, elles étaient trop proches et du coup, ça aurait biaisé les résultats de la validation. Ensuite, au niveau du découpage, j'ai choisi un découpage multilabel parce que dans certaines images, on pouvait avoir plusieurs classes, comme ici. Donc, je suis parti sur ça. Et ensuite, j'ai découpé en 4 folds. Donc, dans ce que vous aviez expliqué avant, vous l'aviez découpé en 5. Pourquoi en 4? Pour que ça soit plus rapide à entraîner, simplement. Parce qu'entre 20% et 25% de validation, il y a finalement peu de différence. Ensuite, première étape, détection d'objets. Donc la première chose, c'est de nettoyer un petit peu les données. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a dit que c'était bien propre, mais j'ai remarqué aussi quelques petits soucis. On a remarqué les mêmes, je pense. Voilà, le même exemple que tout à l'heure. On a ici des globules rouges là, qui sont annotés globules blancs. Donc, celles-ci, je les ai trouvées en faisant d'abord un premier entraînement, en regardant le score de la validation et en regardant tous les scores très, très faibles. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait ces images-là. Donc, je ne me suis pas embêté, je les ai simplement enlevées, ces images-là. Ensuite, quand on fait de la détection d'objets, ce qui est recommandé, c'est de générer à peu près 10% de background image, c'est-à-dire des images où il n'y a pas de classe à détecter. Donc pour faire ça, j'ai pris simplement des images assez propres. J'ai appliqué un filtre au-dessous. Et ensuite, j'ai rempli ce masque-là noir par la couleur de fond majoritaire en rajoutant un petit peu de bruit. Donc voilà, comme ça, j'ai généré des images de fond que j'ai injectées ensuite dans l'algorithme. J'ai entraîné 2 détecteurs. Le premier... donc là, ça rejoint un peu ce qu'a expliqué la personne à la deuxième position pour maximiser mon score IOU, général IOU. Et un deuxième pour avoir des boîtes, des bounding box les plus propres possibles. Parce que la métrique, c'était 20% de GIOU et 80% de F1. Pour l'entraînement, les augmentations qui sont utilisées sont celles classiques dans ce type de problème. Un petit mot sur le modèle lui-même. Donc, j'ai utilisé YOLOX et pas YOLO. Pourquoi? Par rapport au problème de licence. Si on regarde YOLO de la société Ultralytics, ils disent qu'on peut l'utiliser en fonction d'un cadre commercial ou d'un cadre de recherche ou académique. Si c'est un cadre académique, la licence qui s'applique, c'est AGPL, c'est de l'open source, qui est compatible avec le challenge. Mais si c'est un cadre commercial, alors à ce moment-là, ce n'est plus cette licence-là. Et donc, pour moi, il y a un risque d'être éliminé à cause de ce choix-là. Donc, j'ai préféré utiliser YOLOX, et qui, lui, est complètement il est en Apache 2. Et vu que la tâche de détection d'objets est très simple, j'avais exactement les mêmes performances. Ensuite, la partie classification. Donc là, j'ai repris les bounding box que j'avais détectés. J'ai rajouté une margine de 16 pixels en haut, en bas, à droite, à gauche. J'ai redimensionné les images en 512, 384 et 224. Donc ça, ce n'est pas des chiffres au hasard, c'est tous les modèles préentraînés
que j'ai utilisées sont basées sur ce type sur ces tailles-là. J'ai utilisé diverses architectures, donc des CNN, donc des convolutions, et des transformers. Donc ça, c'est les deux, aujourd'hui, les deux architectures classiques que tout le monde utilise. Le CNN, lui, va se focaliser sur des features locales et le Vision Transformer plutôt sur des features globales. J'ai aussi testé un modèle de fondation. Donc les modèles de fondation, ce n'est pas des modèles experts, ils n'ont pas besoin de label. Ils sont capables de sortir des features pour un domaine donné. Et ensuite, à partir de là, on peut rajouter une partie classification spécifique à notre problème. Donc j'ai utilisé DinoBloom, dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir, puisque c'est un modèle entraîné sur des données d'hématologie. Et je pense, de ce que j'ai vu tout à l'heure, que ça doit regrouper l'ensemble de toutes les données qu'on a vues en présentation, sauf évidemment ce challenge. Mais bon, ça n'a pas trop marché. J'étais assez déçu du résultat. Par contre, je l'ai quand même gardé dans les modèles sélectionnés, vous le verrez après. Pour certains modèles, j'ai ajouté cette classe de background. Bon, ça a eu un effet assez faible. J'ai entraîné des modèles multiclasses et multilabels. Donc, multilabel, j'ai entraîné plusieurs modèles sur l'image complète. Pourquoi ? Parce que, comme le disait précédemment la personne, il y a 85% des images, il y a une seule cellule. Donc, quand on va faire la combinaison, l'ensemble, on peut bénéficier de cette partie-là. Pour l'entraînement, alors tout ça, là, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment du classique. Ce qui est à retenir, c'est que les augmentations qui fonctionnent pour ce type de problème, c'est le mix-up. Donc le mix-up, c'est quand on a deux images avec deux classes différentes, on va les mélanger. Là, ici, un chat, un chien, on les mélange et avec un coefficient alpha. Et dans la fonction d'erreur, la fonction de perte, on va réintroduire ce coefficient d'erreur. Et ça va permettre au classifieur de mieux distinguer ces deux classes-là. Donc ça, si on regarde les performances, à partir du moment où on active cette augmentation-là, on commence à avoir des bons résultats sur la cross-validation. Alors ça, c'est la liste des modèles que j'ai sélectionnés au final. Donc au départ, j'ai utilisé cette librairie-là, Team, qui est sur Hugging Face, qui est un peu la référence dans le domaine, qui a été entraîné sur un dataset d'images qui s'appelle ImageNet. Pardon. Il y a à peu près 1500 modèles disponibles. Donc, on ne peut pas tous les tester. J'en ai testé plusieurs parce qu'à force de faire des challenges, je commence à connaître ceux qui fonctionnent bien en fonction de la problématique. Et au final, j'ai retenu ces modèles-là. C'est ceux qui avaient la meilleure cross-validation. Donc on voit que la taille de l'image diffère en fonction du modèle. Il y en a certains qui ont 23 classes, d'autres 24. La fonction de perte, c'est cross-entropie ou focal loss. Et ensuite, on voit le résultat de ma cross-validation, donc qui est ici, et le score public associé. Pour le dernier, qui est multilabel, on ne peut pas avoir de score public puisque ce n'est pas ce qui est demandé. Ce modèle-là sera utilisé que pour la partie ensemble. Donc une fois que tous les modèles ont été entraînés, alors on sait que ça doit fonctionner en moins de 500 millisecondes. Donc j'ai conservé les modèles qui étaient les plus rapides. Au niveau de l'inférence, on peut faire aussi encore une augmentation. Donc c'est ce qu'on appelle TTA, Test Time Augmentation. Mais ça aussi, ça prend du temps. Donc ça, je les ai limités. J'ai choisi donc les modèles avec la meilleure cross-validation. Je les ai combinés. Ce qu'on disait avant, 85% des images contiennent qu'une seule instance et 15% plusieurs. Donc en fonction de ces cas-là, j'ai choisi un ensemble différent. Et ensuite, j'ai cherché le meilleur poids, pour combiner tous ces modèles-là. C'est 7 modèles. Donc ça, c'est la courbe où je recherche le meilleur coefficient à appliquer. Donc au final, c'était 55% de ce modèle-là et 45% de tous ces modèles-là. Donc en termes de cross-validation, le meilleur résultat que j'ai obtenu, c'était 93-13.
Par contre, en termes de public leaderboard, c'était pas celui-là, c'en était un autre, où il y avait 93-93. Donc là, l'avantage, c'est qu'on pouvait choisir 5 modèles pour la fin, pour être évalué. Si jamais il n'y en avait eu que 2, ce qui se fait assez souvent, j'aurais choisi ces 2-là. Mais comme souvent, j'ai envie de dire, il ne faut pas trop être hypnotisé par le public leaderboard, parce qu'on a l'impression d'avancer et en fait, on fait simplement qu'overfitter le jeu de test. Donc il faut vraiment faire confiance à sa cross-validation, et c'est la cross-validation qui a fini première. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à retenir? Donc un modèle en 2 étapes, avec une partie expertise sur le deuxième modèle. Enlever le plus de bruit possible, utiliser plusieurs architectures de modèles, et surtout faire confiance à sa cross-validation. Si le jeu de données au départ est bien découpé, il n'y a pas de raison, on doit bien finir. Ensuite, pour la suite, si on devait imaginer une suite, c'est très clair que le plus de data on va pouvoir ajouter, le meilleur de résultats on obtiendra. C'est bien plus important que l'architecture des modèles. Au niveau des datasets additionnels, on en a parlé tout à l'heure. Là, ça c'est Barcelone, du coup, j'ai compris. Il y en a d'autres. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir les rajouter. Alors, peut-être entraîner un modèle plus de fondation, un peu comme le modèle d'InnoBloom. Et ensuite, à partir de là, entraîner des modèles experts. Aussi, un autre axe pour améliorer les résultats serait de pouvoir faire plus d'augmentation. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que les images qu'on a sont déjà des petites vignettes. J'ai essayé d'imaginer que ces petites vignettes étaient extraites d'une grande image. Et donc, j'ai essayé de reconstituer le puzzle. J'y ai pas trop réussi, mais ça permettrait de générer d'autres images pour avoir de meilleurs résultats. Donc, à voir, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur place? Ah oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question un petit peu naïve finalement, mais c'est ce qui nous intéresse aussi en tant qu'organisateur de Data Challenge. Admettons que le GFHC qui a organisé cette compétition ne soit pas passé par le format Data Challenge et vous ait contacté en disant voilà, on a cette base de données, on veut développer un modèle qui a pour but de résoudre cette problématique. Est-ce que, en dehors du cadre d'un challenge, vous seriez passé par une approche complètement différente? Enfin, qu'est-ce qui aurait changé, ou est-ce que vous auriez suivi le même schéma pour adresser leur problématique? Alors, je pense que la première chose que j'aurais demandé, c'est comment ça allait être utilisé à la fin. Et, quand on fait un challenge, on essaye de finir premier. Donc, on va utiliser tout ce qu'on peut, et parfois, c'est trop. Là, j'ai utilisé 7 modèles pour gagner un pouillem, au final. Peut-être que simplement avec 2 modèles, ou 3, ça suffirait. Donc, si on m'avait contacté en direct, j'aurais peut-être pas déployé autant d'efforts pour gagner epsilon à la fin sur un score. Alors après, est-ce que ce epsilon dans la vraie vie, pour un patient, c'est important? Peut-être, je sais pas dire. Donc c'est ça qui aurait changé. J'aurais sûrement utilisé moins de modèles. Mais sinon, pour tout le reste, ça serait pareil. Le nettoyage de données, les doublons, la cross-validation, tout ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, dans la salle? Je ne crois pas qu'il y en ait en ligne, donc merci beaucoup pour cette intervention. On pourra de toute façon continuer d'échanger autour du cocktail. Ah oui, et le prix. Merci à vous.